Bienvenue à C2G Talk, une série d'entretiens avec des professionnels et des leaders d'opinion influents qui vise à explorer les défis de gouvernance soulevés par les nouvelles approches de modification du climat. Je suis Mark Turner, directeur de la communication de la C2G, et aujourd'hui nous avons avec nous Franz Perret, qui est l'ambassadeur suisse pour l'environnement, qui est directeur de la division des affaires internationales de l'Office fédéral de l'environnement en Suisse, et il représente donc la Suisse dans toutes les grandes négociations qui sont liées à l'environnement, par exemple les changements climatiques. Bienvenue. Merci Marc, je suis très heureux d'être avec vous et j'ai hâte d'avoir cette conversation. Formidable. Nous allons commencer avec la Suisse, qui a été pendant longtemps à l'avant-garde de l'action climatique et qui a des plans, par exemple, pour atteindre un niveau d'émissions net zéro. Pour atteindre cet objectif, jusqu'à quel point est-il important d'éliminer du CO2 qui est déjà présent dans l'atmosphère, en plus de réduire des émissions de façon rapide? Il me semble qu'il est important de dire que l'élimination du CO2 a déjà été soulignée par le groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques, le GIEC, comme une des façons, des chemins que l'on doit entreprendre pour atteindre l'objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Toutefois, ce n'est pas l'option prioritaire, donc le plus important, c'est de continuer à miser sur l'atténuation et d'atteindre un niveau d'émission zéro. Ceci, c'est le chemin qu'il faut entreprendre et donc le captage de carbone et les émissions négatives sont simplement un autre élément pour compenser les éliminations qu'on n'aurait pas pu, qu'on ne pourra pas éliminer à l'avenir et celles que l'on ne peut pas ou qu'on ne pourra pas éviter à l'avenir. Mais ce n'est pas une alternative à des mesures solides et ambitieuses d'atténuation et ceci est notre priorité à l'heure actuelle. Oui, bien entendu. Il y a peu, vous avez atteint un accord qui est une première, c'est-à-dire un accord de compensation des émissions avec le Pérou. Compte tenu de ce que je viens de dire, jusqu'à quel point est-il important de voir ces accords pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable et les objectifs climatiques? Et comment ceci s'articule-t-il avec les efforts d'atténuation, d'éviter les émissions et d'éliminer du CO2? Ce qui est des accords comme celui que nous venons de conclure avec le Pérou ou comme d'autres qui vont bientôt donc se concrétiser, il est important que ce type d'accord ne serve pas pour justifier un manque de mesures au niveau national, c'est-à-dire que ces efforts de réduction des émissions dans d'autres pays ne doivent pas être une excuse pour esquiver des mesures ambitieuses dans notre propre pays. Mais ils peuvent s'additionner aux plus grands efforts déployés pour réduire les émissions qui soient viables au niveau national. Cette approche également rejoint ce que fixe l'article 6 de l'accord de Paris, c'est-à-dire que nous devons tous nous efforcer davantage et travailler main dans la main avec différents partenaires pour pouvoir réduire les émissions dans ces pays partenaires qui autrement ne pourraient pas les réduire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'additionner des réductions d'émissions et de ne pas esquiver le déploiement maximal des efforts pour réduire les émissions au niveau national. Il faut éviter par ailleurs la double comptabilisation. Il faut être sûr que donc on joint des efforts et que sont impliqués les accords fixés dans l'accord de Paris, l'intégrité de l'environnement, le respect du développement durable. Et avec cet accord avec le Pérou et avec d'autres, avec le Ghana et avec d'autres que nous sommes en train de négocier, ce que nous faisons, c'est que nous sommes à l'avant-garde de ce type d'efforts dans le monde entier et donc et ne réduisions pas ce que nous faisons à la Suisse. Vous avez évoqué plusieurs sujets, le fait de conjuguer des efforts, d'éviter la double comptabilisation. Quel type de défis de gouvernance sont envisagés dans le cadre de ces accords? Comment ont-ils été négociés? L'accord de Pérou peut être un bon exemple ou peut-être en termes généraux. Comment avez-vous fait face aux défis qui ont été soulevés?
Eh bien, certains défis sont plus durs que d'autres à résoudre et il est facile d'éviter la double comptabilisation car on peut créer un système très transparent et ajuster l'inventaire des pays vers lesquels vont être transférées ces compensations et ceux depuis lesquels on va les transférer. Et donc ça, ce n'est pas très difficile, que ce soit en vertu de l'article 6.2 ou 6.4 de l'accord de Paris. Mais il y a d'autres éléments qui sont un petit peu plus difficiles, comme par exemple garantir l'intégrité écologique. La Suisse considère que l'intégrité écologique passe par garantir la permanence, par le fait de conjuguer des efforts, par la quantification, c'est-à-dire par des activités, que les activités entreprises pour réduire les émissions respectent également d'autres questions écologiques, la biodiversité, l'eau propre, l'air propre, par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problème créé quand on essaye de résoudre un aspect. Et ce type de questions doivent être abordées d'une façon bilatérale pour veiller à ce qu'elles fonctionnent. Un troisième élément qui est prévu dans l'accord de Paris est lié à la promotion du développement durable, qui est également difficile, car on peut définir la durabilité de façon différente, mais avec des stratégies et des politiques de développement durable que l'on conçoive au coude à coude avec nos partenaires, nous pensons que l'on peut atteindre ceci. Il faut également veiller à ce que les activités développées respectent les droits humains. Ce sont des éléments qui peuvent être mis par écrit et on peut articuler des mécanismes pour garantir ceci. Pour moi, le plus difficile, c'est de créer un accord ou de fixer un mécanisme qui soit adéquate pour les activités que nous souhaitons développer au bon endroit. On ne veut pas créer des motivations dans le pays hôte pour que ceci évite d'avoir une contribution au niveau national qui soit ambitieuse. Et donc il faut veiller à ce qui soit fait dans cet domaine ne réduise pas, n'amoindrisse pas le niveau des émissions, le niveau d'ambition des contributions au niveau national. Il est également difficile que les deux pays définissent un domaine de coopération dans lequel ces activités soient réalisées grâce à cet accord de coopération, c'est-à-dire des activités qui autrement ne pourraient pas être menées à bien. Pour ce qui est de l'élimination du CO2 que nous avons déjà mentionné et qui est lié peut-être avec la compensation, mais qui va peut-être au-delà de ceci. La Suisse, par exemple, est le pays de Climeworks, qui est un grand innovateur en matière de captage direct du carbone de l'air, qui est l'une des approches les plus technologiques. Au vu de votre expérience, que peuvent faire les gouvernements pour soutenir ce type d'innovation? Il nous semble qu'il est important que l'innovation telle comme celle que fait Climeworks se concrétise. Parfois, on en a besoin, mais ce qui est tout également aussi important que l'innovation, c'est que ces innovations, que nous soyons conscients de ces innovations, s'accompagnent également d'incertitudes. Et le GIEC a déjà dit qu'il faudra avoir recours à l'élimination du CO2 pour pouvoir atteindre les objectifs de limitation du réchauffement à 1,5 degré, mais il y a de nombreuses technologies, que ce soit d'élimination du CO2, y compris d'autres, dans le cadre de la gestion du rayonnement solaire, qui s'accompagnent de risques importants. Il y a des approches d'élimination du CO2 comme la fertilisation des océans ou des projets de reboisement à grande échelle, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur l'environnement et dont les conséquences, dont on ne connaît pas encore toutes les conséquences. Donc il me semble qu'avec toute idée, approche ou technologie nouvelle, il faut retrousser ses manches pour comprendre de quels risques elle s'accompagne. Et c'est là l'une de nos principales raisons de préoccupation. Nous savons que nous avons besoin de l'élimination du CO2, mais on ne peut pas adopter n'importe quelle technologie avec les bras ouverts, les accueillir comme ça et le faire de façon insensée sans savoir mener à bien une évaluation consciencieuse et sans savoir ce que nous avons entre les mains et sans savoir quelles seront les conséquences pour éviter les conséquences négatives. Car si nous ne prenons pas très au sérieux cette partie de l'innovation, eh bien finalement,
nous ne serons pas fiables et crédibles à l'heure où nous allons mettre sur la table de nouvelles technologies qui peuvent être un élément fondamental de la solution que nous recherchons. Vous avez dit qu'il est fondamental d'aborder et de connaître ces risques, mais d'une façon pratique, qu'est-ce que cela veut dire? Quel type de techniques de gouvernance peuvent-elles être mises en marche pour réaliser ce type d'évaluation? Est-ce que c'est une étude, par exemple, au niveau national, et sans parler d'un niveau international sur lequel on pourra revenir par la suite? Donc, que faut-il faire en termes pratiques? Eh bien, justement, l'une des tâches de gouvernance, c'est de réaliser ce type d'évaluation sur les risques, des évaluations potentielles, avant d'appliquer tout type de mesures ou de politiques. Les politiques qui sont appliquées doivent se fonder sur une base empirique solide, et, dans la mesure du possible, et il faut chercher à éliminer le plus d'incertitudes possible. Par exemple, dans la Royal Academy d'Angleterre ont été menées à terme des études. En Suisse également, une évaluation exhaustive a été menée par l'école politique fédérale de Lausanne pour comprendre quels sont les risques potentiels. Toutes ces études, on voit la participation de chercheurs du monde entier et c'est le type d'évaluation qu'il faut favoriser pour pouvoir avoir de plus en plus de connaissances, combler les lacunes sur les connaissances et établir un cadre qui nous permette réellement d'avancer dans la bonne direction. En 2019, la Suède a coparrainé une résolution sur la géo-ingénierie. On reviendra sur ce terme, mais ça a été une résolution proposée dans la 4e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement et on prônait pour que le programme des Nations Unies pour l'environnement fasse une évaluation sur la situation de ces technologies, en particulier sur celles qui sont liées à l'élimination du CO2 et la modification du rayonnement solaire. Pourquoi la Suisse a-t-elle décidé de faire cette proposition? Est-ce que cela a été en lien avec ce que faisait la Suisse au niveau national ou avec les connaissances qui étaient d'ailleurs recueillies? Et donc la Suisse pensait que cette résolution était nécessaire au niveau international? Nous l'avons fait parce que nous craignions de pouvoir tomber facilement dans la tentation d'avancer trop vite vers des approches novatrices sans avoir mené à bien une évaluation consciencieuse des risques et du potentiel dont s'accompagne ces technologies. Il nous semblait que nous n'en savions pas assez sur ce que nous avions entre les mains et que pouvait se propager un enthousiasme excessif. Certaines approches ont des répercussions ou peuvent en avoir au niveau international et bien entendu qu'il y a des effets positifs pour éliminer les effets du réchauffement climatique, mais il peut également y avoir des conséquences négatives très importantes au niveau international. Il peut y avoir des facteurs externes qui ne sont pas transparents et que l'on passe sous silence. Et donc, il nous fallait plus d'évaluation au niveau national, comme celle qu'ont mené l'Académie royale des sciences ou l'Académie suisse, c'est-à-dire différents instituts dans d'autres pays également en ont fait pour que l'on comprenne parfaitement quels sont les risques potentiels, car c'est la seule façon d'avancer pour pouvoir être certain que nous pouvons employer ces technologies et en étant conscients du fait qu'elles ne vont pas avoir trop de conséquences négatives. Par ailleurs, au niveau interne, nous évaluons qui devait mener à bien ces évaluations, qui avait la reconnaissance et l'autorité nécessaires pour le faire et la crédibilité également pour pouvoir prendre des décisions fondées sur ces évaluations. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait de nombreux organismes et organes scientifiques et techniques comme le GIEC, mais ces institutions sont axées sur un thème concret. Le GIEC, par exemple, applique une perspective de changement climatique, l'IPS depuis le point de vue de la diversité biologique. Mais les technologies que nous avions entre les mains et qui sont définies comme la géo-ingénierie ou les technologies de modification du climat ont des conséquences sur toutes ces dimensions. Il y a une dimension climatique, il y a une dimension sur la biodiversité et sur la qualité
qualité de l'eau, etc. Donc le seul organe onusien qui était capable d'englober un panorama plus complet en termes d'environnement écologique et qui prenne en compte également les conséquences sociales et qui dispose des connaissances techniques et de la crédibilité nécessaire pour pouvoir mener à bien ces évaluations, c'est le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui est précisément l'organe de prise de décision et de conception des orientations politiques. Nous pensions que c'est le mandat du PNUD de mener à bien des évaluations, de recueillir des informations afin de mieux comprendre quels sont les problèmes et les bénéfices potentiels et également les besoins en termes de gouvernance que peuvent soulever ce type de technologie. Pour ce qui est des autres pays, vous avez justement parlé avec de nombreux pays et qui sont essentiellement axés sur les risques. Comment peut-on équilibrer les risques avec les opportunités? Comment peut-on atteindre un équilibre optimal? Eh bien, il faut toujours confronter les risques et les opportunités, mais le problème, c'est que très souvent, nous voyons les opportunités parce qu'elles nous offrent un bénéfice clair et direct et ceci nous empêche de voir les risques que soulèvent ces opportunités. Et donc, nous craignons de nous axer trop sur les opportunités et même d'aucuns pourraient être convaincus que les opportunités sont épouvantables parce qu'elles nous permettraient de ne pas changer nos modèles de production et de consommation. Et il nous semble que ceci est un risque et que pour ceci, il faut que nous le prenions en compte. Bien sûr que nous ne pouvons pas uniquement voir les risques, il faut également trouver un équilibre adéquat, mais pour ceci, il faut savoir et mieux en connaître, mieux en savoir sur ces alternatives. Vous réussi à convaincre d'autres pays de s'engager à vos côtés dans la proposition de cette résolution. Comment a fonctionné cette négociation? Eh bien, nous avons été en contact avec de nombreux pays qui ont une approche similaire en termes d'environnement, des personnes avec lesquelles nous travaillons déjà dans d'autres domaines, comme les substances chimiques, les changements climatiques, la biodiversité. Et le PNUD, de façon générale, ça a été la raison fondamentale pour entrer en contact avec eux. Par ailleurs, il y a un groupe d'intégrité écologique, qui est un groupe de négociation sur les changements climatiques dont les membres ont co-parrainé cette résolution. Ce que nous voulions, ce n'était non seulement d'avoir un groupe de co-parrains, mais également que ce soit un groupe le plus large possible pour pouvoir représenter l'importance de l'objectif poursuivi. Et il fallait donc engager des grands émisseurs, des pays en voie de développement, des pays développés. Nous souhaitions former un groupe qui recueille tous les points de vue, car ainsi on pouvait envoyer un message clair dans le sens que ce n'était pas une raison de se préoccuper qui était fondée sur un point de vue concret, mais il s'agissait de mieux comprendre et d'une façon complète les bénéfices, les risques potentiels, les besoins en termes de gouvernance, tout ce qui était lié à ces différentes technologies qui sont englobées dans le terme de géo-ingénierie. Avec ce groupe de co-parrains, il a été créé un élan où y avait-il un pays qui a réussi à convaincre les autres et où est-ce que certains se sont sentis peut-être un petit peu stressés pour rejoindre ce type de résolution. Comment ceci a fonctionné en termes pratiques? Comment peut-on convaincre les personnes de rejoindre une telle résolution? Je crois qu'il faut pour cela rechercher des personnes qui ont un état d'esprit similaire. Pour pouvoir appuyer une telle résolution, il faut être convaincu, autrement il est préférable de ne pas faire partie des co-parrains. Il y a eu beaucoup de contacts, il y a eu un grand niveau de confiance au sein du groupe. Nous étions prêts à parler de choses dont nous n'étions peut-être pas complètement sûrs, mais qu'il nous semblait intéressant de proposer pour les mettre à l'épreuve et de critiquer certaines idées également pour les mettre à l'épreuve. Tout le processus de prise de contact a été véritablement très enrichissant.
En fin de compte, la résolution n'a pas été approuvée, mais avec le recul, je pense que tout le monde s'accorde pour dire qu'elle a réussi à catalyser et à favoriser un débat très important dont ont émergé de futures délibérations sur les possibles applications de ces technologies. Qu'en est-il de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, la 4e réunion? D'après vous, quel a été le résultat obtenu par cette réunion, cette assemblée? À titre personnel et comme personne qui a coproposé cette résolution, je peux vous dire comment j'ai perçu les négociations. Il y avait, grosso modo, 3 groupes de personnes, 3 types de réactions face à la résolution. Ce n'étaient pas des groupes formels, officiels, mais il y avait certains regroupements de réactions et de mesures. Ceux qui nous appuyaient, parce qu'ils partageaient les raisons de nos préoccupations. Donc c'était un groupe. Ensuite, il y avait d'autres personnes qui craignaient que cette résolution puisse ouvrir la porte à la création d'un cadre pour que ces technologies potentiellement très dangereuses, risquées, puissent être mises en œuvre. Et donc, ils craignaient que la résolution serve à faciliter l'application de technologies qu'en fin de compte, on ne voulait peut-être pas appliquer. Les contacts avec ce groupe ont été très enrichissants et je pense que nous avons pu leur démontrer que ce n'était pas la motivation qui nous poussait à proposer cette résolution. Justement, ce que nous souhaitions, c'était de mieux comprendre ces technologies pour voir quel cadre pouvait les limiter au cas où il aurait fallu avoir recours à elles. Mais finalement, ce groupe prônait pour un projet résolution dans lequel on devrait inclure une référence explicite au principe de précaution. Et pour ceci, il était crucial d'inclure cette référence depuis un point de vue éthique. Un autre groupe de pays qui avait un sentiment différent, c'est-à-dire qui avait une attitude opposée, c'est-à-dire qu'il pensait que l'on pouvait mettre en œuvre un processus de recueillir des informations scientifiques qui seraient ensuite soumis au débat public et qui finalement pourrait obliger au développement de certaines technologies. À la fin des négociations, ce groupe n'a pas voulu appuyer la proposition. Nous avons tenté de recueillir toutes les raisons de préoccupation qui étaient exprimées et bien entendu, nous ne souhaitions pas faire référence à simplement l'une catégorie de géo-ingénierie. Chacun avait une analyse différente. On ne souhaitait pas être trop spécifique sur la gouvernance. Nous souhaitions surtout parler de risques et de bénéfices potentiels à ce moment-là, mais nous avons essayé d'intégrer tous les points de vue dans le processus de résolution. Mais en fin de compte, malgré le fait que la résolution a intégré tous ces points de vue de façon équilibrée, il y en a eu beaucoup qui n'étaient pas préparés pour soutenir une résolution qui pourrait limiter son espace de liberté à l'heure de manifester leur opinion à l'avenir. C'est très intéressant. Je voudrais rebondir sur une chose que vous avez dite et qui est liée à la communication. Chez C2G, ce concept de géo-ingénierie rassemble différentes approches potentielles, élimination du CO2, modification du rayonnement solaire. Et à l'intérieur de ces deux grandes catégories, il y a par ailleurs de nombreuses techniques et technologies qui peuvent être appliquées. Au fil du temps, nous avons séparé le débat sur l'élimination du CO2 de celui sur la modification du rayonnement solaire, mais en fin de compte, il y a des personnes qui continuent à parler de géo-ingénierie pour différentes raisons. Jusqu'à quel point il vous semble cette question de terminologie vous semble-t-il importante pour comprendre et débattre ensemble sur ces technologies au niveau international? Jusqu'à quel point elles peuvent prêter à confusion, par exemple? Eh bien, j'ai deux points de vue. D'un côté, d'un point de vue rationnel, les termes ne sont pas compliqués, ne sont pas difficiles et ne doivent pas supposer un obstacle si l'on comprend ce qu'ils veulent dire, mais il est certain que ce n'est pas ainsi dans la réalité. Et comme vous l'avez dit, une grande partie de ces termes ont des connotations ou des nuances qui
qui peuvent plaire ou déplaire. Pareil, donc le terme géo-ingénierie, comme par exemple le terme économie verte, qui à son époque s'est accompagné de nombreux problèmes en raison des différents concepts qui pouvaient être en découlés, eh bien certains utilisent une approche qui critique la terme, non pas parce que le terme ne leur plaît pas en tant que tel, mais parce qu'ils souhaitent diffuser un message clair et qu'il ne soit pas aussi lié que ça au terme. Le terme géo-ingénierie en tant que tel était une catégorie générale qui était utilisée comme un mot valise. Et conscient du fait qu'à l'intérieur de ce terme de géo-ingénierie, il y avait différentes mesures et technologies de modification du climat. Il y a de nombreuses technologies distinctes qui rentrent dans le terme de géo-ingénierie et elles sont totalement différentes les unes des autres en termes de potentiel technique et de technique et de risques. Certains risques peuvent être locaux, d'autres peuvent être mondiaux, comme par exemple avec la modification du rayonnement solaire qui est totalement différente. Nous pensons que disposer d'un terme plus général, plus large, nous pensions que ça nous servait justement à englober toutes ces mesures qui n'étaient pas des mesures d'atténuation et qui pouvaient être utilisées comme des outils pour faire face à certains des problèmes du changement climatique, sans faire aucun jugement de valeur sur le terme. Mais pour beaucoup, la géo-ingénierie avait un certain jugement de valeur qu'il faisait sur le terme de géo-ingénierie. Certains préféraient parler de mesures technologiques de modification du climat, qui a une connotation moins négative, mais ce qui est important, c'est qu'un mot n'est qu'un mot, et ce qui compte, c'est la façon de comprendre ce mot, et qu'il faut savoir exactement de quoi nous parlons. Il faut que nous sachions que ces technologies doivent être jugées séparément, mais par ailleurs, et il faut garantir, veiller à ce qu'aucune de ces technologies soit écartée pour comprendre tout ce que nous avons à notre disposition. Et donc pour ceci, pour pouvoir avoir une compréhension large, et il nous semblait donc adéquat de rassembler toutes ces technologies sous un même seul et même terme. Et conscient du fait que les risques entraînés par une technologie donnée ne sont pas les mêmes que les risques soulevés par une autre technologie. Toutefois, le terme géo-ingénierie a désormais une connotation trop négative. Ce thème est donc désormais un obstacle pour pouvoir arriver à une solution. Pensez-vous que ceci est spécifique au terme anglais ou qu'en est-il avec les autres langues, par exemple avec le chinois, l'espagnol, le français, l'arabe, le russe? Je ne sais pas s'il y a également des obstacles terminologiques dans d'autres langues ou alors est-ce que c'est spécifique à l'anglais pour la façon dont nous l'utilisons? Je crois que le problème est le même dans toutes les langues. Par exemple, le changement climatique est un terme que certains considèrent comme trop positif et pensent qu'on devrait plutôt parler de crise climatique. Et ceci se passe en anglais, en français, en allemand. C'est-à-dire que chaque terme a une sorte de parcours, il a une vie propre et au bout d'un certain temps, il peut s'accompagner de connotations négatives ou positives. Et ceci est vrai dans toutes les langues. Et par ailleurs, c'est curieux de voir quand on commence à traduire, car par exemple, un terme qui en anglais peut avoir une connotation positive, et lorsqu'il est traduit en français, et pour des raisons culturelles, et qui n'a rien à voir avec le lexique du terme, le champ lexique du terme, et bien dans ces cas-là, a des connotations négatives en français. Donc c'est curieux parce que parfois, lorsque l'on traduit ces termes, en raison de la culture qu'a chaque pays ou chaque communauté, les connotations peuvent être différentes. Et c'est pourquoi une partie de la négociation et de l'art de la négociation consiste à trouver les termes exacts et qui fonctionnent bien dans toutes les langues. Au vu de l'expérience que vous avez acquise dans la 4e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, quelles étapes ont ensuite été franchies par la suite pour maintenir ce débat? Par exemple, vous avez commandé le rapport du Centre international sur la gouvernance des risques. Donc,
comment quel poids a eu ce rapport? Quelles ont été les étapes ultérieures? Après cette réunion, nous avons pris 3 décisions. Tout d'abord, nous avons continué à maintenir un débat avec le groupe et avec tous ceux avec lesquels nous avions été en contact pendant la négociation, car il nous semblait fondamental de forger un environnement dans lequel on pouvait débattre de ces questions pour l'avenir. Par ailleurs, nous avons donc commandé ce rapport pour faire ce que nous aurions aimé que fasse le PNUE, et nous avons également fait des études ou aidé à mener des études en Afrique dans la même direction en appliquant une perspective purement africaine pour voir exactement quels étaient les risques et les opportunités et les défis liés à ces technologies. Et nous pensions que ces études sont fondamentales, mais elles ne peuvent pas remplacer un processus multilatéral. Troisièmement, nous avons essayé de créer un espace au sein du GIEC pour examiner cette question, même si nous n'avons pas véritablement réussi à attirer l'attention du GIEC pour qu'il s'engage en la matière d'une façon drastique. Mais je crois qu'il y a un point de vue qui est appliqué, mais le point de vue du GIEC, pour important qu'il soit, n'est pas exhaustif, et il faut prendre compte également de l'IPEX, également prendre en compte d'autres institutions ou académies qui étudient les océans, par exemple, car lorsque l'on est uniquement axé sur un point de vue, c'est partiel. Donc il faut les conjuguer pour comprendre très justement et profondément quel est le point de vue. Perspective internationale. Dans le cadre de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, vous avez dit qu'il y avait différents groupes, différentes préoccupations. Comment pensez-vous qu'ont évolué ces positions? À quel moment sommes-nous actuellement au vu des connaissances qui ont été recueillies? Oui, il y a eu des changements au niveau national, même si ça n'a pas été d'une façon rapide ou drastique. Cette occasion a été la première fois où un organisme international s'est occupé de ce sujet, a traité ce sujet. Et quand on traite une chose pour la première fois, eh bien, il y a certaines raisons de préoccupation qui surgissent, et dont à ce moment précisément, car le sujet qui est traité est nouveau, personne n'a de certitude à cet égard, il n'y a pas eu assez de temps pour se préparer, on n'a pas pu consulter des personnes, c'est-à-dire que le débat n'était peut-être pas encore assez mûr. Lorsque une résolution de ce type est proposée, il est normal qu'elle ne suscite pas un appui très enthousiaste. Il est également normal qu'à partir de ce moment-là soit favorisé un débat grâce au travail qui est fait par différents forums, par exemple la C2G, et grâce à toutes ces délibérations et débats, tout cela contribue à avancer et à continuer à avancer, à réfléchir sur ce thème. Et je n'ai aucun doute sur le fait que si on envisage à nouveau un thème similaire, eh bien la proposition sera meilleure, il y aura un plus grand niveau de compréhension, la capacité de réfléchir d'une façon conjointe sur quelque chose qui nous fasse avancer sera plus grande, et cela permettra d'aborder les raisons de préoccupation de tous. Eh bien, ce sera plus facile pour que ce soit pas simplement un pays qui impose son point de vue ou ses préoccupations, mais pour quelque chose qui est fait dans l'intérêt de tous. Actuellement, on parle grandement du croisement entre la science et les politiques publiques en raison de tout ce que nous avons traversé avec la pandémie de Covid-19. Au vu de votre expérience, comment voyez-vous, comment en est, d'après vous, cette relation entre des facteurs culturels, économiques, politiques et les conseils scientifiques? Pensez-vous qu'on peut tirer des leçons ou appliquer des éléments à l'élimination du CO2 ou à la modification du rayonnement solaire? Je ne veux pas me laisser porter par l'optimisme ni par une simple perception, mais j'ai l'impression que dans différents domaines, finalement,
la plus grande partie, mais pas tous, et donc comprennent que la science est fondamentale pour la politique et les politiques. Je ne pense pas que personne remette ceci en question de nos jours. Et de plus en plus, il y a de plus en plus d'acteurs et de personnes de tout type qui sont conscientes du fait que bien qu'il puisse y avoir des intérêts très différents, le mieux est de mettre les choses en commun et de bien nous entendre. Donc, j'espère et j'ai confiance dans le fait qu'un débat de ce type soit dépolitisé et soit peut-être s'éloigne un petit peu des émotions vives. Et qu'il soit abordé d'une façon qui ne soit pas aussi à fleur de peau pour pouvoir avoir un débat plus important, plus conséquent. Eh bien, êtes-vous optimiste sur un accord multilatéral? Pensez-vous qu'il est possible? Il y en a qui pensent que c'est possible et d'autres qui pensent que c'est pas possible. Pensez-vous que le multilatéralisme peut offrir l'occasion d'atteindre un accord pour ce qui est en ce qui concerne ces technologies? Il me semble que dans ce domaine, le multilatéralisme n'est non seulement possible, mais que c'est ce dont nous avons besoin et c'est la seule façon d'avancer. Si nous ne sommes pas capables de faire face à ces défis avec une dimension mondiale à travers le multilatéralisme, alors nous sommes face à un problème énorme. Nous devons tous, tout le monde, c'est-à-dire y compris les grands acteurs, vont avoir de grandes difficultés si nous ne sommes pas capables d'appliquer une approche et de travailler ensemble dans le cadre du multilatéralisme. Il me semble que nous n'avons pas d'autres options. La question est de savoir jusqu'à quel point le multilatéralisme va avancer rapidement. Est-ce que nous allons être lents ou alors est-ce que nous allons le faire avec la vitesse suffisante pour pouvoir atteindre une solution? Pensez-vous qu'il existe le risque, en raison de cette vitesse, que certains pays décident d'agir seuls et d'appliquer ou de prendre des décisions ou des mesures unilatérales? Oui, bien entendu que ce risque existe dans certains domaines plus que dans d'autres, et pas simplement pour ce qui est de la géo-ingénierie ou des technologies de modification du climat, mais également dans tout domaine politique. Et ce risque est toujours présent. C'est pourquoi il est difficile, et c'est là où il faut vraiment redoubler d'efforts, c'est de convaincre que les personnes qui pourraient agir seules, c'est que ce qui est dans l'intérêt de tout le monde, mais du leur et de l'intérêt de tout le monde, c'est d'avancer ensemble de façon à ce que la durabilité de ce type de mesures puisse être garantie. Il me semble que c'est un domaine compliqué. Il y a beaucoup d'émotions en jeu et on peut tomber dans la tentation du découragement étant donné le défi énorme face auquel nous sommes. Et nous voyons également qu'il y a des pays qui sont plus disposés à prendre des mesures que d'autres. Vous parlez d'optimisme et de la façon dont une attitude positive peut nous aider à avancer dans la bonne direction, mais comment maintenir cet optimisme tout en étant conscient et honnête sur la gravité de la situation à laquelle nous faisons face, car on peut être optimiste au point de fermer les yeux face à la gravité de ce qui s'approche. Donc, comment peut-on atteindre l'équilibre à titre personnel? Quels conseils pouvez-vous nous donner? Il me semble qu'il y a deux éléments importants. Tout d'abord, toujours garder à l'esprit quel est notre objectif, mais pas nous axer uniquement sur notre objectif qui doit être toujours présent, mais aussi tenir compte de d'autres éléments. Car si nous sommes uniquement fixés sur notre objectif et que nous n'avançons pas assez vite vers cet objectif, nous pouvons vite être découragés et frustrés. Donc il faut également donner de la valeur aux petits pas que nous donnons, aux petites réussites que nous obtenons, pour être conscient du fait que même si c'est lentement, nous avançons quand même. Il est vrai que la résolution que nous avons proposée dans l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement n'a pas abouti, mais nous avons facilité une série de débats sur le sujet et en tant que tel, ceci est une réussite. Donc, avant, tout était un non catégorique et maintenant, il y a une modulation des points de vue face à notre proposition et peut-être que
nous allons pouvoir atteindre une évaluation à l'avenir. Nous voyons que les choses avancent et bien que nous n'ayons pas aussi vite que nous ne voulions, nous devons également être conscients des petites réussites que nous obtenons. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon de conclure notre conversation. Merci beaucoup pour cet entretien qui nous a beaucoup éclairé. Et merci. Merci de nous avoir consacré du temps et nous suivrons, donc nous allons voir ce que le futur nous réserve. Merci beaucoup et à vous et je vous souhaite bonne chance avec les autres entretiens.